Skipper sur Serenis Consulting en classe 40, le champion olympique 1996 en saut à la perche, Jean Galfionne, s'élancera pour la 3e fois sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre brunch des skippers. Nous sommes très heureux, honorés d'accueillir quelqu'un qui va s'élancer pour sa 3e participation à cette route du Rhum destination Guadeloupe. Je vous demande d'accueillir vraiment avec nous Jean Galfionne, champion olympique 1996. Personne ne l'a oublié. À la perche, c'était à Atlanta, 5,96. Et on en parlera quand même aussi de cette reconversion des sportifs de très haut niveau, parce que la voile, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. En préparant, on revenait sur une épreuve très importante en Bretagne, c'est le Trophée Guyadère. Et alors là, c'est le grand spécialiste, 4 victoires. 4 victoires au Trophée Guyadère, oui, c'était voilà. Mon spot. C'est votre spot, c'est vrai que vous connaissez parfaitement cette partie de la Bretagne. Vous allez vous élancer avec ce bateau Serenis Consulting. C'est un classe 40 avec ce numéro 163. Ça veut vraiment dire que c'est un bateau qui a été en construction il y a quelques mois maintenant, vraiment prêt. Moi, j'ai envie de dire prêt pour le podium, très certainement peut-être prêt pour la gagne aussi. Bon, alors, je ne m'interdis pas à bien faire, je ne m'interdis pas à être sur le podium ou voire gagner, mais néanmoins, il faut être réaliste. C'est une classe, la classe 40, où on est 55, et dans les 55, il y a à peu près 30 bateaux neufs qui sont de ma génération, de mon bateau. Et dans ces bateaux neufs, il y a des skippers de grands noms, de grands talents, qui ont gagné des Figaro, qui ont fait des Vendée Globe, qui ont déjà fait leurs preuves depuis pas mal d'années. Et donc, la concurrence est plus que rude pour un novice comme moi qui a démarré à 35 ans, quoi. Alors, quels sont ses premiers souvenirs, justement, avec cette route du Rhum destination Guadeloupe? La première image que vous ayez en tête? En fait, moi je me rappelle Pierre Ier, Florence Artaud. C'était ma première image de route du Rhum. C'était un peu, je pense que c'est cette course qui est rentrée dans le cœur des Français, qui a fait connaître la route du Rhum de manière très générale et qui a participé à ce mythe. Et c'était, je pense, ouais, c'est à partir de là. Et puis moi, ça correspondait à mon premier intérêt sur la route du Rhum. Et après, il y a eu un autre moment très fort, pour moi en tout cas, c'est que j'étais donc athlète et je faisais souvent des stages en Guadeloupe en préparation l'hiver. Et j'allais sur les pontons le soir, il y avait les bateaux de la route du Rhum qui étaient arrivés. Et il y avait notamment Primagaz de Laurent Bourgnon qui était là. Et je trouvais ça hallucinant. Je regardais ce bateau déjà qui était un bateau futuriste pour l'époque. Et je trouvais ça extraordinaire de voir ces engins qui venaient de traverser l'Atlantique à fond. Puis surtout, c'était déjà, lui aussi, Laurent Bourgnon a participé énormément à ce mythe de la route du Rhum. Donc moi, c'était mes premiers souvenirs et ça m'a pas bercé, mais ça m'a pas non plus inspiré, parce qu'à ce moment, jamais j'aurais pu imaginer que j'allais présenter un jour sur le départ la route du Rhum, mais c'était des belles histoires d'aventuriers, de marins, de gens bien en plus, qui avaient dégagé quelque chose de sympathique. Valeurs, hein. Voilà. Et c'est quoi le moment bascule où, après cette fabuleuse carrière de sportif de très haut niveau, de perchiste accompli, champion olympique, qu'est-ce qui fait choisir ce sport au niveau de la voile? Moi, je l'ai pas choisi. Ça s'est présenté? Moi, je savais que j'allais naviguer. J'avais envie d'être sur les bateaux, j'avais envie d'être au contact de la mer. Cet élément, l'objet du bateau, la mer me passionnait, mais après, tout ce qui était compétition, j'étais un peu servi à longueur de l'année. Mais néanmoins, ça m'a rattrapé, parce qu'en fin de carrière, j'avais des copains qui faisaient de la régate, et moi, je galérais un peu avec des blessures, qui m'ont appelé en disant « Bon, allez, viens te changer les idées, on a besoin de personnes un peu physiques pour tourner les manivelles ». Pour faire l'embraque, et en effet, c'était ma qualité. Donc, je suis arrivé sur les bateaux en équipage pour tourner les manivelles, et vite, j'ai été happé par le monde de la Coupe de l'Amérique. Ouais. Donc, je suis parti faire une campagne de Coupe d'Amérique avec l'équipe de France sur des postes physiques. Donc, je ne connaissais rien d'autre que tourner les manivelles fort. Disons que je ne réglais pas un bateau, je ne faisais pas de la nage, je ne faisais pas de la météo. C'est un travail d'équipe. Je ne réglais rien. Et si bien qu'en sortant de ce projet de Coupe d'Amérique qui était super instructif pour moi, j'ai eu envie d'aller vers le large, puisque c'était mon inspiration au départ. Mais sur la pointe des pieds, parce qu'une fois, je n'avais pas de plan de carrière, je ne savais rien. Et j'ai commencé tout doucement comme ça. Et fil en aiguille, j'ai monté mes projets et j'ai assumé le fait que je voulais devenir skipper.
Ça a été long et me revoilà aujourd'hui sur le 3e départ. Troisième départ avec un partenaire, Serenis Consulting, ouais. Qui vous suit. C'est un partenaire breton qui est installé à Rennes et qui a d'une fidélité absolue et qui a développé sa boîte en même temps que mes projets. Et on a, du coup, maintenant, c'est une relation de sympathie très, très forte et en même temps, une grande fidélité. Et puis, voilà, j'embarque tout le monde un peu avec moi sur le bateau, mais c'est sympa d'avoir un partenaire sur lequel on dépasse le stade du rapport à l'image. Et ça, c'est comme un beau confort. En tout cas, merci de nous embarquer avec vous durant votre brunch des skippers. Philippe Joubin, c'est une grande signature de la voile. Il est aujourd'hui l'un des référents à Ouest France. Il a une question à vous poser, Jean. On l'écoute ? Oui. Jean, cette route du Rhum sera votre 3e. Certains marins de la route du Rhum, à commencer par Charles Caudrelier, estiment que la route du Rhum, c'est leurs Jeux Olympiques à eux. Vous qui connaissez les deux, est-ce que vous pouvez partager ce sentiment ? Oui, alors moi j'ai fait 3 Jeux Olympiques comme athlète. Et je dirais que dans les Jeux Olympiques, les athlètes sont dans un cocon, dans une bulle, dans un village olympique. On ne voit personne, on est avec notre petit staff et on est un peu déconnecté de la réalité. C'est bien aussi pour la préparation. Et sur la route du Rhum, en effet, c'est les Jeux Olympiques sauf le village olympique. Et on est baigné dans le village olympique, le village de la route du Rhum. Donc l'intensité et la gestion qu'il faut avoir pour se préserver est énorme et gigantesque. À la fois, on participe à la fête pleinement, c'est ça qui est génial, mais il faut aussi apprendre à se préserver. Et je dirais même plus que ça, parce que moi, dans des stades de Jeux Olympiques, il y avait... au plus, je crois qu'il y avait 60, 70 000 personnes dans les tribunes. Mais là, sur les bords de la falaise, il y a 250 000 personnes. Donc, c'est 2 fois plus grand qu'un stade olympique, les falaises au départ de la route du Rhum. Donc, on va dire dans un objectif de vie sportive, oui, on peut considérer que c'est tous les 4 ans. C'est un engouement aussi fort que sportivement pour les athlètes que les Jeux, bien sûr. Cette bouée à contourner du Cap Fréhel, elle est importante aussi parce que c'est un peu le dernier rapport justement avec le public, 250 000 à 300 000 personnes qui regardent tous les bateaux et ensuite, voilà, c'est la traversée de l'Atlantique, il commence à faire nuit dans le rail d'Ouessant, c'est quand même, il faut faire très attention, il y a le golfe de Gascogne et puis il y a la Guadeloupe en Non, mais c'est une vraie aventure, vous avez raison, hein, c'est-à-dire que surtout au début, même tout le temps, mais surtout au début, il ne se passe pas un moment où on n'est pas sur nos gardes, pas extrêmement tendu, vigilant. Il y a beaucoup de bateaux autour et puis beaucoup d'obstacles. Hein. Donc non, c'est pas simple. Mais voilà, c'est la beauté de ce sport aussi, c'est lorsqu'on arrive à sortir de tous ces embûches, la fierté est encore plus grande. Et je dirais que quand on arrive de l'autre côté, c'est une fierté personnelle qui est géniale, quoi. On se sent grandir, on se sent fier de soi, c'est un bel aboutissement. Et vous faites rêver tellement de monde avec ces traversées. Qu'est-ce que l'on prend de la part d'un champion de très haut niveau comme vous, Jean, pour préparer ? C'est peut-être cette capacité à être au meilleur moment le jour du départ et savoir gérer toute une épreuve. Qu'est-ce que vous gardez de ce... passer vraiment de très très haut niveau. Alors, on me demande souvent la question, alors je cherche, mais c'est vrai que c'est un autre univers, c'est d'autres gestes, d'autres mots, d'autres attitudes, mon corps ne travaille pas pareil. Par contre, en effet, peut-être dans la gestion d'un projet, tout simplement, dans la patience, dans l'abnégation, et puis surtout dans la patience et dans la gestion du stress aussi, rester assez serein, assez calme quand ça commence à chauffer, essayer de prendre en considération les gens avec qui on travaille, justement, pour apporter cette sérénité jusqu'au bout. Et voilà, c'est ce que moi, cette première vie m'a beaucoup apporté. Quand je partais dans une tension, dans des émotions trop fortes, je me plantais. Donc je sais que ce n'est pas une voie et il faut arriver à se canaliser beaucoup. Peut-être que ça m'aide aujourd'hui, hein, mais c'est très très loin quand même. Puis le rapport du temps entre 2 JO ou 2 routes du Rhum, c'est la même oui, les notions temporelles de 4 ans sont les mêmes dans l'objectif. On sait qu'il y a un objectif en filigrane qui est les Jeux, qui est la route du Rhum. Et derrière, c'est 3-4 ans de régate, d'objectifs, de mini-objectifs, de préparation de son corps ou de la machine. Et à chaque fois, on pense que c'est bon et parfois, il faut rattraper parce qu'il faut s'adapter. Il y a des blessures, il y a de la casse. Voilà. Donc, il y a beaucoup de points communs dans le timing de préparation. C'est pour ça que je dis qu'il faut être capable de s'adapter en étant assez zen, assez serein, quoi. Et parfois, il faut mettre des coups d'accélérateur énormes aussi, hein, parce que parfois, on n'est jamais certain d'être dans le bon timing non plus. Hein. Il y a quand même une grosse part d'incertitude dans tout ce qu'on fait. Ce nouveau Serenis Consulting, il va bien ? C'est un bateau neuf ? Oui, c'est un bateau qui a été construit il y a 1 an au chantier Structure.
Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'était le premier de la série des Pogo S4. Ouais. Et moi, j'ai participé dès la réflexion, même dans la motivation au chantier de se lancer dans cette aventure. C'était avant le Covid, donc on a eu beaucoup de réflexions avec l'architecte Guillaume Verdier, avec Marc Lebras de chez Serenis aussi, pour savoir jusqu'où on allait dans la réflexion de la construction de ce bateau. Donc j'ai essuyé plein de plâtre. C'était un peu l'envers du décor, c'est qu'il y a eu pas mal de petites casses au début de navigation avec le bateau, mais des détails en réalité. Le bateau était très bien né, il va très vite au portant. Maintenant, il faut bien s'en servir. Bon, en tout cas, c'est une route du Rhum qui s'annonce là aussi extraordinaire par le nombre déjà de participants, 138, c'est énorme. Alors, elle sera découpée évidemment en plusieurs catégories, mais le départ, c'est un moment qui est important pour vous ? Non, tous les 15 jours, enfin les 10 jours qui précèdent le départ sont importants. Comme je vous expliquais, c'est une intensité pas simple à gérer. Et la préparation, elle est belle à vivre aussi. Et puis le jour du départ, c'est stressant parce qu'il y en a partout des bateaux. Il y a un clapot sur l'eau énorme parce qu'il y a beaucoup de bateaux accompagnateurs et des bateaux spectateurs. Donc il faut être très vigilant. Oui, c'est une angoisse. Les premières heures sont une petite angoisse. Et je dirais, il y a la première nuit aussi parce qu'il reste encore beaucoup de bateaux sur l'eau. Il faut être très vigilant. Il faut être vigilant. Pour refermer cet entretien, Jean Galfionne, 3 mots qui, selon vous, symboliseraient au mieux cette route du Rhum destination Guadeloupe. Moi, je dirais que c'est une course... quand on la vit, on comprend pourquoi elle est mythique et magique, parce qu'elle rentre dans le cœur des Français, du public. C'est-à-dire qu'on la vit vraiment, quoi. On la vit dans le partage. Et ce qui n'est pas le cas dans ce que j'ai vécu. Comme je vous expliquais avant, on était un peu isolés. Et je crois que c'est ça qui est magique, en fait. On part avec du monde, quoi. On ne part pas seul. Vous pensez dans votre coin de votre tête de changer de classe un jour ? J'ai plein de réflexions. C'est pas toujours simple de savoir quoi faire après parce que après c'est partir sur des plus gros bateaux en IMOCA et je me sens pas capable de partir faire un Vendée Globe. Je suis arrivé trop tard et puis c'est pas un objectif en soi pour moi. Maintenant, je sais que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, qu'il y aura peut-être d'autres bateaux, d'autres supports en équipage, j'en sais rien. En fait, compte, je ne sais pas. Et j'aime bien ne pas savoir. Vous vous laissez porter, c'est très bien. Je pense qu'on peut vous applaudir. Jean Galfionne, merci beaucoup. Serenis Consulting qui prendra le départ le 6 novembre prochain sur vraiment cette catégorie des classes 40. Merci, on était très heureux de vous accueillir pour votre brunch des skippers. Merci à vous. Merci Jean Galfionne.